Et ça y est, on est live. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce live Easy Partner avec Christelle et Cédric qui nous font l'honneur de participer et d'échanger avec nous sur ce sujet de la marque employeur, notamment via le prisme LinkedIn qu'on a trouvé très intéressant à aborder aujourd'hui et on est vraiment fiers et ravis d'avoir des intervenants de cette qualité qui sont des spécialistes du sujet, bien meilleurs que nous en tout cas, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Très rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, Easy Partner, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans la tech et organisme de formation. On existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années et comme on intervient sur des sujets principalement RH, on a choisi cette année d'essayer de partager un peu notre expérience et d'avoir aussi des gens qui nous accompagnent là-dessus pour étoffer les sujets dont on parle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de marque employeur avec Christelle et Cédric que je vais donc laisser se présenter. À vous. Christelle, à toi. Honneur aux femmes. Donc, je vais me présenter rapidement. Pour ceux qui nous regardent, ce qui va vous intéresser, c'est peut-être ma connaissance du sujet de la marque employeur, puisque mon dernier livre, écrit avec Florence Marty, concernait la marque employeur. J'ai approché et j'approche encore de nombreuses entreprises sur ce sujet, donc je connais leurs attentes, leurs difficultés. Et puis, de l'autre côté, côté recruteur, je suis une ancienne recruteuse. J'ai écrit aussi des livres pour les recruteurs. Et côté candidat et collaborateur d'entreprise, j'ai été consultante en insertion. Donc, je connais un petit peu tous les versants de l'entreprise, dedans, dehors, à l'extérieur. Et ce qui va être le lien de la marque employeur, Émeric l'a très bien dit, c'est quand même LinkedIn notamment. Enfin, c'est un des réseaux qui peut aider à faire rayonner sa marque employeur quand on veut être un employeur de marque. Et je connais aussi un peu LinkedIn que je pratique à fond depuis 2016. Pour ma part, je suis Cédric Simon, donc j'accompagne des dirigeants et des employés aussi à communiquer sur LinkedIn. Je réalise assez souvent des lives parole de pro, pardon. Sur LinkedIn et j'ai écrit un livre blanc il y a quelques temps déjà avec plusieurs spécialistes sur LinkedIn dans le digital. Voilà. Super, merci à tous les deux pour la présentation. Je pense que on peut peut-être commencer par voir ensemble ce qu'on appelle la marque employeur, en tout cas ce que ça contient pour vous, étant donné ce que vous avez pu en voir et votre expérience personnelle. Christelle, je te propose de commencer. Moi, c'est toujours moi qui vais. Toujours. Ok. Alors, Émeric et Cédric, ce que je vous propose, c'est de peut-être donner pour les gens qui nous suivent une définition de la marque employeur. Alors, c'est ma définition, c'est celle de Florence Marty et moi dans notre livre, mais ça peut déjà vous donner une idée. La marque employeur, en fait, va bien au-delà du côté employeur recrutement. La marque employeur, en fait, c'est l'image d'une entreprise auprès de son marché, donc auprès de ses prospects, auprès de ses clients, auprès des candidats, auprès de ses collaborateurs, non plus au travers des produits, non plus au travers des services qu'elle propose, mais au travers de la manière dont l'entreprise va gérer les hommes et les femmes, la manière dont l'entreprise va les attirer, va les recruter, va les intégrer, va les faire évoluer, dont elle va en faire des ambassadeurs et la manière dont elle va aussi se séparer de ses collaborateurs. Et tout ça, pour pouvoir communiquer à ce sujet-là, on va utiliser à la fois des ambassadeurs et on va utiliser un canal qui est les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Super, je te remercie pour la définition. Après, Cédric, je te laisse la parole. Ouais, je reviens juste là-dessus parce que c'est vrai que je m'étais dit que ce serait sympa de regarder ce que Google en disait de la marque employeur. Et la définition, c'est le signe qui porte l'ensemble des caractéristiques de l'image d'une organisation auprès de ses collaborateurs actuels et potentiels. Je trouve que c'est vraiment light et je me dis que c'est bien de rappeler ce que c'est. Oui, Christelle a très bien défini la marque employeur et moi je rajouterais même que sur les communicants, la communication est vraiment une clé de la marque employeur et les communicants, ça peut être aussi des employés d'une entreprise. On peut être aussi recruté parce qu'on est un communicant pour rentrer dans des sociétés. On voit aujourd'hui des startups qui utilisent des commerciaux ou d'autres postes pour communiquer sur ce qu'ils font et ce qu'ils réalisent au travers leur métier. Et ce que je rajouterais par rapport à ce que vous avez dit, tu vois, dans la définition qui est donnée, Émeric, qui est l'ancienne définition,
on parle toujours de la marque employeur vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des candidats. Donc, c'est très recrutement. Or, la marque employeur, c'est un moyen de générer du business parce que ça permet aussi de s'adresser à son marché, surtout notamment avec les nouvelles générations. Maintenant, un client, enfin un prospect, n'achète plus les produits ou les services d'une entreprise si c'est une entreprise maltraitante, qu'elle soit maltraitante vis-à-vis des humains ou maltraitante vis-à-vis de la planète. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé depuis l'avènement des réseaux sociaux, depuis la crise Covid. Donc, il y a vraiment derrière la marque employeur, pour ceux qui nous regardent, une notion de business. Voilà. Et je rajouterais que ce n'est pas de la publicité. Effectivement, Christelle, tu as raison, c'est de l'émotion, c'est des sensations humaines qu'on transmet à travers une communication. Donc, c'est là, en fait, que la richesse va naître. C'est que vous êtes probablement dans le RH et vous avez le goût de l'humain, hein, vous aimez le relationnel avec les gens. Moi, je suis issu de la vente, je suis un commercial et j'ai un peu ce sentiment aussi là d'être en contact avec des gens, d'aimer les gens et savoir passer cette émotion à travers un micro, une caméra ou tout autre outil digitaux qui vont nous le permettre. Ça va effectivement provoquer des sensations, de l'émotion et on n'est plus intéressé au produit, mais on est intéressé à bien plus, à une communauté, à un ensemble de choses qui va représenter une société ou une entreprise. Super, je pense que c'est bon. Sur la marque employeur, on est pas mal, on commence à bien voir ce que c'est. On s'est dit qu'à l'occasion de ce webinaire, c'était aussi sympa de parler de personal branding, qui est complètement complémentaire. Votre retour à l'un et à l'autre là-dessus, vous avez peut-être des expériences à partager, notamment Cédric, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce qu'on Oui, pourrait l'avoir? dans Parole de Pro, j'aime beaucoup inviter des communicants. Alors, ça peut être des chefs d'entreprise, mais c'est pas que seulement des chefs d'entreprise. Il y a aussi des gens qui n'ont plus rien à vendre. Il y a des gens qui sont commerciaux, effectivement, et qui ont tous un point commun, c'est qu'ils communiquent avec une différence. Soit c'est leur authenticité hein, qui est au travers de cette communication, et puis ça va derrière amener tout un ensemble de choses. Mais le personal branding, c'est savoir communiquer de façon authentique. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens et c'est mon intime conviction. C'est l'authenticité qui prime. Après, on peut s'inventer un déguisement virtuel. C'est tout un autre sujet, mais je te passe la balle, Christelle. Alors, par rapport au personal branding, il va être essentiel, notamment par exemple pour les recruteurs, parce que finalement, les recruteurs, ce sont les premiers acteurs de la marque employeur, puisque ce sont les premières personnes qui vont représenter l'entreprise vis-à-vis du marché quand les candidats rencontrent les recruteurs. Donc déjà, rien qu'au niveau des recruteurs, le personal branding sur LinkedIn, par exemple, va être essentiel. C'est essentiel pour les candidats aussi, parce que, comme l'a dit Cédric, c'est quelque chose qu'on peut valoriser, c'est une soft skill, le fait d'être influenceur, par exemple, sur un réseau social, même si on n'a pas beaucoup d'expérience, ça va nous ouvrir des portes. Voilà, le personal branding, l'image que l'on va donner sur les réseaux sociaux va avoir un sens. C'est pour ça que je parle même personnellement de marque candidat. Il y a la marque employeur et puis il y a aussi la marque candidat. On a tous une offre de service, quelle qu'elle soit, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre expertise. Et finalement, on va pouvoir la faire rayonner et ça va aussi nous ouvrir des portes. Et donc, dans les notions de marque employeur pour les entreprises, eh bien, il faut essayer de déterminer qui sont les personnes qui vont pouvoir nous aider à faire rayonner notre marque. Ça va être des candidats, même ceux à qui on dit non. Ça va être des collaborateurs et puis surtout, essentiellement, les recruteurs. Il y a un véritable effort à faire au niveau des recruteurs. Les recruteurs, moi, c'est mon ancien métier, sont souvent mal aimés. Ils sont mal aimés par les candidats, ils sont bousculés par les organisations et on devrait au contraire les bichonner, on devrait leur donner des moyens de mieux communiquer et on devrait les aider à faire rayonner la marque. Entièrement d'accord. D'ailleurs, si vous regardez sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui parlent d'emploi ou qui vont communiquer autour de l'emploi, que ça peut être pour aider les gens à trouver un emploi, ça peut être aussi pour parler de points bloquants dans une société ou de cas qu'on a l'habitude de traiter autour de ce sujet, eh ben vous verrez, c'est en fait les plus suivis hein, sur les plateformes. L'emploi est quelque chose de captivant pour les gens parce que ça compose la vie, on se réalise à travers son travail. Donc, de pouvoir traiter ce sujet-là de manière différente, c'est aussi une chance. Je suis totalement d'accord. Je te remercie, Christelle, d'avoir parlé du côté candidat, parce que je suis
complètement convaincu que notre expérience est une chose, mais la manière dont on la raconte, la manière dont on se vend soi-même, hein, quand on est candidat, c'est un peu ce qu'on fait, peut avoir un énorme impact, notamment pour un employeur qui nous choisirait. Toi, sur cet aspect-là, ce serait quoi tes conseils applicables rapidement pour des gens qui n'auraient pas forcément cette habitude? Alors, pour des candidats, alors déjà, il faut définir sa ligne éditoriale. C'est-à-dire que l'authenticité, ça va être important. On peut parler aussi, par exemple, l'humour peut bien fonctionner, mais il faut toujours se dire quelle image je renvoie et qui je veux atteindre. Par exemple, un candidat, un chercheur d'emploi, qui va commencer à parler sur un réseau social de politique. Ça peut être hyper touchy, qui va donner ses opinions concernant la religion, ou qui va commencer à dire les recruteurs, c'est tous des enfoirés, parce que ça, on le voit. Hein. Et même si les recruteurs, s'ils pensent que tous les recruteurs sont des enfoirés, il ne faut peut-être pas le dire, parce qu'il y a une majorité silencieuse sur LinkedIn qui est très importante. Il y a des recruteurs qui vont regarder et qui n'auront pas envie d'ouvrir la porte à quelqu'un qui pense ça. Donc, faut déjà faire attention à ces mots, peut-être un peu plus se surveiller. On a peut-être un peu moins de liberté quand on est son propre patron. Par exemple, moi, j'ai une totale liberté, je n'implique que moi. Si je me plante, je ne plante que moi. Quand on est candidat, il faut faire un peu attention à ça. Donc, si je devais donner un conseil de personal branding, c'est de définir, alors moi, je suis une ancienne commerciale, hein, comme Cédric, c'est de définir ma cible, qui je veux atteindre et comment je peux communiquer auprès de cette cible. Donc, un petit conseil, je tape dans la barre de recherche de LinkedIn les entreprises dans lesquelles je rêverais de travailler. Je les identifie, je vois comment elles communiquent, je vois comment est leurs dirigeants, comment fonctionnent leurs recruteurs et je vais sur les publications. Et même si je n'ai pas le courage de tout de suite publier, je mets un commentaire. Il y a une très grosse puissance dans le personal branding. Les commentaires ont beaucoup, beaucoup d'importance parce que quand on va commenter chez quelqu'un, il nous aime déjà parce qu'on lui donne de la visibilité et on est déjà reconnu par la personne chez qui on va commenter et on va être aussi reconnu par ceux qui ont commenté également et par ceux qui suivent cette personne. Donc, le bon personal branding, c'est une question de ciblage et de définition de la ligne éditoriale par rapport à la cible que l'on vise. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je rajouterais qu'il y a un petit peu d'audace dans la recette qui va faire le piment de tout ça, faire en sorte que vous êtes différent. Alors l'audace, ça peut être aussi affirmer une opinion, mais ne pas rentrer dans des débats qui sont clivants et évidemment sur la religion ou sur d'autres clivages. L'audace, ça permet de se faire remarquer, ça permet aussi de capitaliser. L'audace va vous faire rentrer, vous savez, en fait votre personal branding, c'est un peu comme une tirelire. Vous savez, ces cochons qu'on avait quand on était gamin, on mettait une pièce et puis à la fin de l'année, on les cassait ou on ouvrait pour voir un peu ce qu'on avait capitalisé. Ben, voyez votre personal branding, voyez votre communication sur les réseaux sociaux, un peu comme un petit cochon rose. Là, vous mettez les pièces et à la fin de l'année, vous verrez qu'en fait, ce que vous avez réalisé, cette somme de communication et cette audace que vous avez pu mettre dans votre communication va permettre des choses magnifiques. Alors, par rapport à l'audace, bon, moi, c'est un peu ma phrase fétiche. Hein, je dis toujours oser pour ne jamais rien regretter. Donc, oser ouvrir des portes, oser commenter chez quelqu'un qui est même un grand patron d'entreprise. On ne sait jamais. Il y a la phrase sur un malentendu, ça peut fonctionner. Oser donner son opinion, mais en essayant de ne jamais blesser, si on peut. Voilà, oser. Alors, les portes dans la vie, les portes des entreprises se ferment déjà. Et si nous-mêmes, nous fermons nous-mêmes les portes, ça fait 2 fois plus de portes qui se ferment. Donc, faut se dire que tout est possible. Et moi, j'ai vu des histoires absolument incroyables sur LinkedIn. Et donc, je rejoins Cédric concernant l'audace. Il faut oser se lancer. Et puis, pourquoi pas. Et si on n'est pas bon en écriture, ben, on fait une petite vidéo. Et si on n'est pas bon en vidéo, on peut faire un petit clip. Et si on n'est pas bon dans rien de tout ça, ben, on fait un petit commentaire. Et si on n'ose pas faire un commentaire, ben, on ose envoyer un message privé. Voilà, le fait d'oser, ça montre aussi qu'on est motivé, qu'on a envie. Ouais. Et puis, n'ayez pas peur d'aller parler à des gens qui vous impressionnent ou qui vous, au contraire, vous admirez. Moi, j'ai pris le lead de contacter des gens comme ça, allez, 5 ou 6 par semaine, inaccessibles pour, en fait, on est les premiers à se poser des barrières. Essayez de casser ces barrières. J'ai pris la décision de parler à la directrice de
je sais pas, d'un catalogue renommé, j'allais dire le nom, j'avais évité de faire des pubs, de parler à un président de supermarché connu. Je sais très bien qu'il a une équipe peut-être derrière qui va écrire ses posts et puis qui va répondre aux questions, mais ça n'empêche rien. Vous pouvez vous mettre en relation peut-être avec un DRH connu qui va peut-être vous apporter des conseils. N'hésitez pas, enlevez ces barrières, allez-y, contactez les gens. C'est une plateforme où les gens sont relativement accessibles. Mais alors, le grand secret, et là on est dans le personal branding, il faut parler de soi, mais avant il faut parler à l'autre. Et ça, c'est un des grands secrets de la vente. C'est-à-dire que si, pour contacter quelqu'un, on lui envoie un message ou on le contacte et puis tout de suite on lui demande un truc, c'est comme en amour, si on demande une chose, dès la première fois, ça ne marche jamais. Ou comme en amitié. Donc, vraiment, le secret aussi d'une rencontre réussie, c'est de pouvoir parler à l'autre de l'autre, avoir compris qui il est et l'approcher soit via le biais de son entreprise, des actions qu'il fait, de sa publication, de son commentaire, de la manière dont il communique, mais il faut lui parler de lui et après, on parle de soi. Ne renoncez jamais. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi à rentrer en contact avec la personne que vous désiriez voir qu'il faut renoncer. Les choses, elles sont différentes dans le temps. Les gens ne sont pas disponibles tout le temps. Donc, vous pouvez mettre des commentaires sur ses posts, apprécier ce qu'il fait, montrez-lui que vous êtes là, allez voir son profil. Il verra peut-être un jour que vous allez le voir assez en récurrence. Et puis, insistez sur les messages. Allez-y, mais sans être trop lourd non plus. Ne soyez pas... Voilà. Privilégier multi-messages, c'est ça c'est le secret en fait. C'est de revenir régulièrement, mais pas trop souvent. Alors, ce que je trouve intéressant dans tout ce que vous racontez, c'est que là, on est sur le côté candidat. Ouais. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que tout ça est également applicable côté employeur. Ouais. Donc là, je vois que pour 93% des personnes qui ont répondu au sondage, la marque employeur est soit au cœur de leur stratégie de recrutement, soit elle y joue un rôle important. Comment, pour vous, côté entreprise, on peut transposer ces conseils? Alors, je dirais que ce qui va être important, il faut faire très attention à ce qu'on appelle le greenwashing. Il faut faire très attention à ne pas donner une fausse belle image sous prétexte que ça se fait, voilà. Ce qui est essentiel, c'est de savoir en tant qu'entreprise qui on est exactement. Quelles sont nos failles? Et toutes les entreprises en ont, mais qu'est-ce qu'on a de bien? Et si on a des failles, comment on est en train de travailler sur ces failles? Le vrai discours, la vraie connaissance de soi en tant qu'entreprise, ça va être essentiel dans la communication. Parce que justement, dans le personal branding d'une entreprise, il n'y a rien de pire que par exemple, je pense à des offres d'emploi, de faire des annonces en disant « Venez chez nous, on est une grande famille, on joue au baby-foot, on s'assoit sur des bouffes en grains et puis on se retrouve tous ensemble dans des piscines à balles. » Enfin, voilà, un truc un peu comme ça. Et puis, en fait, le candidat arrive, il est intégré, puis il se rend compte qu'il est dans une entreprise hyper hiérarchisée, dans un petit bureau fermé. Et le rêve qu'on lui a vendu se transforme en tableau Excel croisé dynamique hyper gris. Donc, ce qui est important, c'est la cohérence de la marque du début à la fin, parce que sinon, on va perdre beaucoup de gens en route. Entièrement d'accord. Ne vous inventez pas, ne inventez pas une marque. Parlez vos employés. Soyez communicants, mais sans inventer évidemment des scripts. Pour faire une vidéo, par exemple, on pourrait faire un script et puis se dire tiens, on va le faire comme ça, info, interview, etc. Soyez pas dans la fausse. Allez-y clairement, montrez ce qui se passe dans vos entreprises, pourquoi vos employés sont heureux, pourquoi ils communiquent, quelles sont vos valeurs d'engagement aussi. Ça peut être quelque chose de motivant pour quelqu'un qui va vous rejoindre. Donc, allez-y, communiquez, mais de façon authentique et surtout, j'ai envie de dire, allez-y souvent, en récurrence. Soyez pertinent, mais en régulier. Et pour ça, il faut utiliser les humains, il faut utiliser les collaborateurs parce que parfois, on a des communications très corporate à partir de pages entreprises. Moi, il n'y a rien qui me fait moins rêver qu'une page entreprise, D'ailleurs, c'est le cas aussi pour l'algo de LinkedIn qui les met peu en avant, alors que les gens nous font rêver parce que les gens nous racontent des histoires. Et les gens, ce sont les collaborateurs, mais ça peut être aussi des candidats qui ont eu une belle expérience candidat, même si on leur a dit non.
mais ils ont été bien traités, on leur a donné les bons conseils, on leur a permis de faire du réseau, on les a valorisés. Bon, ben, ils vont être aussi de très bons ambassadeurs. Les recruteurs également. Donc attention à la manière dont vos recruteurs vont communiquer. Je vous donne un exemple. Un recruteur qui va faire un post, une publication pour dire on recrute dans ma boîte, venez et tout, un truc hyper sympa, et puis qui répond à aucun des commentaires. Bon, bah boum, le soufflet va retomber. Et puis, ça va être aussi les collaborateurs, bien évidemment, mais il ne faut pas qu'il y ait d'obligation avec des politiques d'employés advocacy où on dit, voilà, aujourd'hui, vous communiquez là-dessus, voilà ce qu'on vous donne. Non, il faut aussi laisser les gens et donner la liberté aux gens de communiquer. Et puis, il y a aussi les ex-collaborateurs, d'où l'importance de bien se quitter, parce que il n'y a pas de meilleurs ambassadeurs que ceux qui sont partis de notre entreprise et qui en parlent en bien. Alors, il y a Katarzyna qui nous a posé une question intéressante, je pense, et merci pour la question, du coup. C'est justement, alors c'est sur un point très spécifique, mais je pense que ça peut être sympa d'avoir votre retour d'expérience éventuellement là-dessus. C'est comment faire face aux commentaires négatifs, gratuits et non constructifs, parce qu'elle nous signale qu'on en voit de plus en plus sur LinkedIn. Comment on fait quand on est à l'échelle entreprise ou à l'échelle collaborateur? Cédric, c'est moi qui ai parlé la dernière. Vas-y, je te suis. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à ça. Soit vous utilisez l'humour. L'humour est pour désamorcer ce genre de situation est capital. Soit vous faites une autre manière qui me fonctionne très bien. Vous faites disparaître le commentaire en question et vous bloquez la personne. Mais bloquer n'a jamais rien arrangé. Donc, souvent, c'est des gens qui n'ont pas compris le sens de la communication. Donc, peut-être en message privé, les inviter à une conversation, vous verrez qu'en fait, quand ils vous ont en face, les choses sont pas pareilles. Après, ça dépend si c'est agressif, misogyne, etc., etc. Là, c'est d'autres cas, donc le conseil numéro 1 est très bien. Alors, moi, je suis un mauvais exemple qu'il ne faut pas nécessairement suivre. Moi, je réponds à tout le monde. Je réponds aux commentaires négatifs, je réponds aux haters, j'essaye même d'avoir le dernier mot. Et on ne conseille pas toujours ça. Il y en a qui disent non, il faut garder son énergie pour les gens qui sont positifs et puis laisser les commentaires négatifs de côté. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'on s'enrichit de nos différences, de nos divergences d'opinion et je crois beaucoup au débat. Et je trouve que la pensée lisse, la pensée unique où tout le monde se congratule, oh c'est super, c'est génial ce que vous faites, ça lasse. Quand il y a des gens qui viennent et qui nous disent, tiens, moi j'aurais pas fait comme ça, etc. C'est intéressant. Après, il faut vraiment différencier, Aymeric, et c'est peut-être la réponse qu'on peut apporter à la question qui a été faite, c'est vraiment identifier la nature du commentaire. Parce que moi, ce que je vois, et je suis depuis un moment sur LinkedIn, c'est que de plus en plus de personnes confondent un avis contraire émis par un membre du réseau et prennent ça pour le commentaire d'un hater. Et non, un hater, c'est quelqu'un, par exemple, qui nous insulte. Moi, ça m'arrive. Par exemple, ça va être, mais qu'est-ce que tu fais, ma pauvre vieille? Voilà, mot vieille, qu'est-ce que tu fais, ma pauvre vieille, sur ce réseau? Rentre chez toi, t'as rien à dire, etc. Là, on est dans une insulte. Quelqu'un qui va dire, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Là, c'est pas une insulte, c'est un avis contraire. Ou qui dit, vous avez oublié de dire ça, ou peut-être que vous auriez dû. Et attention à ça. Un avis contraire, c'est un avis contraire. C'est pas un commentaire négatif d'un hater. Ouais. Et d'ailleurs, plus vous aurez un échange dans les commentaires, c'est-à-dire que vous aurez des gens qui vous posent des questions par rapport à votre communication ou des messages privés qui vous engagent à peut-être à réagir. C'est-à-dire que moi, j'utilise une ligne éditoriale qui est sarcastique et drôle. Et de temps en temps, j'ai des messages comme ça en message privé ou dans mes commentaires qui me demandent pourquoi je communique sur ce fait. Mais je leur explique après très bien en message privé et on désamorce un peu la situation et on dit attention, on est dans de l'humour et on est dans du sarcasme. Donc ça peut faire réagir, mais en même temps la réaction est très saine, ça veut dire qu'on vous voit. Je suis assez d'accord. Après moi ce que je me dis aussi c'est que avoir des haters ça veut dire qu'on est célèbre.
Donc, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais il faut faire attention parce qu'il y a vraiment des communications actuellement de gens qui disent j'ai été victime de haters. Non, ils ont été victimes de critiques. Bon, bah, une critique, c'est une critique. Et il y a tous les autres. Oh, ma pauvre ou mon pauvre, tu as été victime de haters. Ce sont tous des jaloux et c'est parce que tu as du succès. Mais pas nécessairement. C'est pas nécessairement des jaloux. Ce sont des gens qui peuvent penser différemment. Et donc, je voudrais vraiment alerter là-dessus parce que c'est un vrai sujet et ça concerne aussi les entreprises. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont, par exemple, communiquer et qui ne répondent à aucun commentaire négatif et qui décident de répondre à tous les commentaires positifs. Moi, personnellement, ça me dérange, mais peut-être que ça ne dérange pas d'autres gens. Voilà, donc Alors, ça dépend de la cible. Je ne sais pas si tu as vu, Christelle, aussi, il y a certaines entreprises qui bloquent les commentaires, parce qu'on a la possibilité de faire une publication en bloquant les commentaires. Ne faites jamais ça. C'est frustrant. Moi, ça me frustre. Et le problème, c'est que quand on est une entreprise, qu'on veut donner une image, si on bloque des personnes ou si on bloque les commentaires, ça veut dire que déjà, on n'est pas dans l'échange, mais ça veut dire que si on n'est pas dans l'échange sur les réseaux sociaux à l'extérieur, c'est peut-être le cas aussi à l'intérieur. C'est pas nécessairement ça, mais en tout cas, dans l'œil de ceux qui regardent ce qui se passe, c'est ce qu'on peut penser. Et c'est aussi mal considéré LinkedIn. LinkedIn, n'est pas une finalité. C'est-à-dire que le but dans la vie, c'est pas d'avoir des milliers de likes, des milliers d'abonnés sur LinkedIn. LinkedIn est un moyen. C'est un moyen de communication. Or, si on bloque les commentaires et on fait que de la publication, ou si on ne répond pas aux commentaires, on utilise LinkedIn comme un média. LinkedIn, à la base, c'est pas un média. C'est pas un endroit où on balance de l'info. C'est un réseau social, un réseau d'interaction. Et quand on a compris ça, on peut beaucoup plus facilement faire rayonner sa marque employeur. Je vais terminer, je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce week-end, en début de semaine plutôt. J'étais sur un salon professionnel et le stand d'à côté de moi, la personne a fait un post pour dire coucou, on est là, on vend telle chose, etc. Et elle a eu un commentaire dans sa publication d'un concurrent qui a commenté le commentaire d'un de ses clients qui lui a dit ben oui, elle recyclait des mégots. Un mégot recyclé, c'est 500 litres d'eau économisés, etc., etc. Et là, le concurrent est venu mettre sous ce commentaire-là à la cliente en question, ah ben il va falloir qu'on parle, j'ai envie de prendre rendez-vous avec vous. Alors, évidemment, ça peut chatouiller quand vous êtes la personne qui fait le poste et que vous voyez votre cliente se faire démarcher dans votre poste par une autre société concurrente. Mais en même temps, la cliente a répondu très finement, lui a dit « C'est bon, j'ai eu toutes les informations par la personne en question et je n'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous supplémentaire. » Et là, bah voilà, c'est animé. Il y a une discussion, il y a ce qui se passe dans la vraie vie en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et quand vous lisez les commentaires de ce post-là, bah, il devient tout de suite beaucoup plus intéressant et vous retenez l'histoire. Tandis qu'au départ, c'était un post pour dire coucou, on est là, on est sur tel sujet. Et je rebondis sur ce que dit Cédric, c'est que bien souvent, c'est pas ce qu'il y a dans le post qui va être intéressant. C'est ce que déclenche le post. C'est ce qui va se jouer dans les commentaires et dans les interactions qui est intéressant. Moi, je fais beaucoup de tests. Je publie n'importe quoi et n'importe quand et n'importe comment. Je le fais parce que je veux aussi libérer la parole sur LinkedIn et je veux montrer que c'est possible. Et puisqu'on est dans la série des anecdotes, un soir, j'ai fait une petite publication où j'ai juste mis gros bisous à tous ceux qui ont le cafard le dimanche soir. Le truc pas du tout professionnel. Mon mari m'a dit, mais ça devient de plus en plus grave, LinkedIn. J'ai écrit cette petite phrase comme ça parce que moi, j'ai le cafard le dimanche soir depuis tout le temps, depuis que je suis née, depuis l'école. Et c'est pas un poste professionnel, mais ce qui était intéressant, c'est de voir ce qu'il y avait derrière, ce qu'il y a eu derrière. Des gens qui ont parlé de leur cafard du dimanche soir, des gens qui ont échangé. Mais pour revenir à la marque employeur, il y a eu une chose très intéressante. À un moment, il y a une jeune femme qui dit ben moi, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus le cafard du dimanche soir. Donc, on est venu lui dire pourquoi, parce qu'elle avait mis 9 mois. Ah bon, vous attendez un heureux événement? Et elle dit non, parce que je suis rentrée dans une super entreprise et elle identifie l'entreprise. Dans les 5 minutes qui ont suivi, le dirigeant de l'entreprise est venu un dimanche soir en disant bah, écoutez, nous aussi, on est super contents de vous avoir dans nos équipes et tout. Bon, ben, un patron d'entreprise qui est sur LinkedIn un dimanche soir, qui prend la peine de venir répondre à un commentaire d'une collaboratrice, ben, il explose en termes de marque employeur parce que c'était hyper naturel. Et on se dit, bah, dans cette boîte, bah, le patron est accessible.
Absolument. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir parce qu'on a Stéphanie qui nous pose aussi une bonne question en nous disant que d'après elle, et je pense qu'elle a un peu raison, elle dit qu'il y a une différence entre le recruteur interne et le consultant peut-être, parce que le recruteur RH interne, il a l'œil de son patron, n'ose pas toujours trop parler. Je me dis que ça ouvre un vrai sujet. Et il y a deux niveaux de réponse pour moi sur ce sujet-là. D'une part, côté recruteur, on va pouvoir peut-être donner des tips. Et d'autre part, côté employeur, on a peut-être des gens ici qui se demandent comment on fait pour laisser la parole à des gens qu'on a recrutés pour leur communication et qui n'aient pas peur de garder ce niveau de communication. Donc, je vais peut-être partager pour commencer mon expérience et après je vous laisserai la parole. En l'occurrence, moi j'aime bien partager beaucoup de choses sur LinkedIn qui peuvent paraître pas forcément professionnelles et pas forcément pertinentes, mais qui parlent en tout cas à mon audience. Typiquement, pendant la Coupe du Monde, j'aime bien mettre ma tête à la place de celle de Kylian Mbappé qui célèbre un but et expliquer que c'est ma tête quand un candidat accepte mon offre ou des choses comme ça. J'avais fait un montage aussi où je m'étais mis à la place d'un ami d'Elon Musk à côté de lui pour signaler que je serais aussi à Vivatech avec Elon Musk. Voilà, des petites communications comme ça. Et j'ai la chance d'avoir un employeur qui trouve que c'est une bonne chose et qui me laisse faire. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil d'une part aux recruteurs et RH salariés pour être plus actifs sur LinkedIn et d'autre part côté employeur? Donc, ça va faire des réponses un peu longues, mais on peut, je pense que c'est vraiment important pour les gens qui nous regardent. Et voilà, pour justement aider nos salariés à partager de la manière dont ils veulent, que ça corresponde aussi à celle de l'entreprise, et peut-être leur donner les moyens de faire rayonner notre entreprise. Alors, Cédric ou moi? Vas-y. Alors, il y a beaucoup de conseils à donner. Déjà, je voudrais me placer au niveau des recruteurs. Il faut toujours faire la distinction entre les recruteurs de cabinet qui vont communiquer pour des clients et les recruteurs en interne. Et ça me ramène du côté de l'entreprise en disant que vous fassiez appel à un recruteur en interne ou à un recruteur d'un cabinet extérieur. Faites très attention à qui vous choisissez. Les recruteurs sont en première ligne. Ce sont les premiers qui vont recevoir les candidats. Faites attention aux recruteurs qui peuvent être maltraitants. Faites attention aux recruteurs qui peuvent discriminer. Faites attention aux recruteurs qui laissent les candidats dans le silence. La pire souffrance des candidats, c'est le silence des recruteurs. Il faut vraiment, quand on est sur les sujets de marque employeur, il faut raisonner candidat. Un candidat, c'est pas juste un candidat. Un candidat, c'est un potentiel prospect. C'est peut-être un futur client. C'est le frère, le fils, la fille, la tante de quelqu'un qui pourrait être un de nos clients, un de nos partenaires. Donc, quand on maltraite un candidat, eh bien, on maltraite son entreprise, sa propre entreprise, parce que on a la mémoire de la souffrance. Moi, j'ai vu trop souvent, et même ça m'est arrivé à moi, j'imagine que si je passe un entretien pour un poste pour travailler dans la grande distribution, enfin dans une enseigne de grande distribution, si on me maltraite durant l'entretien, je n'irai plus faire mes courses dans ce magasin. Ça n'a aucun rapport. J'ai peut-être juste eu affaire à un mauvais recruteur, mais voilà, je n'irai plus faire mes courses. Donc, on perd un client. Donc, je pense qu'avant toute chose, quand on parle des recruteurs, il faut vraiment bien les choisir, bien leur donner les moyens de communiquer et bien faire attention parce qu'ils communiquent non pas auprès de candidats, ils communiquent auprès de potentiels clients. Et quand on est recruteur, on a cette notion-là aussi. Et ce qui est essentiel, c'est de savoir jusqu'où on peut aller et de bien comprendre quelle est la philosophie de l'entreprise, de bien comprendre qu'on représente soi-même, puisque notre page LinkedIn, c'est notre page LinkedIn, mais on représente une entreprise, que ce soit un client ou que ce soit notre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on est autorisé à dire ? Et côté entreprise, qu'est-ce qu'on va laisser dire ? Par exemple, Cédric parlait de l'humour, il y a des entreprises qui n'apprécieraient pas. Non, et Aymeric aussi, c'est ce que tu disais, Aymeric. Il y a des entreprises qui n'apprécieront pas parce que c'est pas dans leur ligne éditoriale cette notion d'humour. Donc, il faut vraiment être en accord avec les valeurs de son entreprise pour pouvoir traduire les valeurs de son entreprise, mais en toute liberté. Et côté entreprise, elles doivent donner la liberté aux gens de s'exprimer. Oui. Alors, quand on parle, je vais rajouter en fait liberté et audace, toujours l'audace. Il faut laisser quand vous avez je pense, quand on est une entreprise aussi, cette liberté va aussi rassurer la personne qui travaille chez vous, de pouvoir communiquer différemment, le faire avec son style. Moi, j'observe sur LinkedIn
des gens qui sont sur Instagram d'abord et qui parlent dans leur entreprise, notamment une jeune femme qui vendait qui est mère de famille et qui vendait des stands numériques. Alors c'est un peu compliqué, je rentrais, c'est de l'innovation, hein, c'est du digital. Et finalement, je lui ai dit, mais quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce qu'on t'a donné des conseils pour communiquer? Comment ça s'est passé? Non, j'ai juste demandé, elle était commerciale, j'ai juste demandé à ma direction si j'avais le droit de parler de la société. Elle a dit, tu as feu vert. Carte blanche. Donc carte blanche, eh ben, elle l'a fait avec son style et rien de mieux que son style pour parler de la société avec laquelle elle travaille. Et aujourd'hui sur Instagram, je ne sais plus combien de followers elle a, mais elle a des dizaines de milliers de followers. Sur LinkedIn, chaque fois qu'elle fait un post, elle a plus de 200 commentaires. Bon, ça commence à prendre, ça commence à se développer ce genre de choses. Et en fin de compte, le carte blanche, quelquefois, c'est le meilleur garde-fou que l'on peut, quand on a confiance avec l'employé, que l'on peut mettre. Et je rajouterais, donner aux employés une liberté de communiquer, là, Cédric nous l'a bien dit, et peut-être aussi savoir récompenser, savoir valoriser. Parce qu'il y a des entreprises qui laissent leurs collaborateurs communiquer, mais pas durant leur temps de travail, le week-end, chez eux le soir. Bon, ben non, on devrait aussi accorder, puisque une communication faite par un collaborateur, ça a beaucoup de valeur. Et ça évite de passer par une agence ou voilà, oui. Ça fait économiser aussi de l'argent. Donc, donner du temps au collaborateur dans son temps de travail pour pouvoir le faire et le valoriser. Ça peut être financièrement, mais il n'y a pas que le côté financier, c'est aussi le valoriser vis-à-vis de l'ensemble de l'entreprise. Et ça, parfois, on voit des collaborateurs qui communiquent super bien sur leur entreprise, mais qui n'ont pas de retour de l'entreprise. Ils ont la liberté de communiquer, mais ils ne sont pas récompensés pour ça. Et je trouve que c'est dommage. Alors là, je vais me permettre de parler de moi sans ego, mais en tant que cas, je suis à la fois salarié et à la fois entrepreneur. J'ai été recruté dans une start-up parce que j'étais communicant sur LinkedIn et qu'on s'est croisé sur un salon physique avec l'entreprise avec laquelle je travaille. Et quand on m'a donné la fiche de poste, on m'a chargé d'être commercial, responsable commercial et aussi d'animer la partie de communication de cette entreprise si j'étais disposé à le faire. On m'a pas demandé pour autant de changer mon profil LinkedIn et d'afficher les couleurs de la société avec laquelle je travaille. Et je pense que ça, c'est la plus grande des confiances et c'est la plus grande des libertés qu'on m'a offert. Et si je devais rebondir sur ce que dit Cédric, pour ceux qui nous regardent et qui sont en recherche d'emploi, qui ne se sentent pas très à l'aise, qui ont peu d'expérience, ou par exemple qui sont en reconversion et qui ont peu d'expérience dans un domaine, dites-vous qu'on vous ouvrira des portes si vous avez une influence sur un réseau social comme LinkedIn, mais ça peut être TikTok, comme le disait Cédric tout à l'heure. Moi, j'interroge et j'ai interrogé énormément de recruteurs qui me disent qu'à compétences égales, quel que soit le profil, quel que soit le métier, quel que soit le secteur, entre deux candidats, ils choisiront le candidat qui a cette soft skill ou cette capacité à communiquer sur un réseau social. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas d'expérience, quand les portes se ferment, quand on affronte le silence des recruteurs, il y a peut-être un moyen de faire ouvrir des portes. Le moyen, c'est une communication là où on est à l'aise, sur le réseau sur lequel on est à l'aise. Alors, je vais rajouter encore... Être connu d'avance, ça va vous permettre de débloquer, et aussi bien pour une entreprise que pour un salarié, ça va vous permettre de débloquer énormément de verrous à des potentiels accès de marché, à des potentiels recrutements. C'est énorme. Vous arrivez sur un salon, ah oui, tu es le gars qui fait des vidéos YouTube sur LinkedIn. Ça, je me rappellerai toujours quand on m'a dit ça, parce que YouTube sur LinkedIn, je trouvais ça marrant. Et je vendais du tangible à l'époque, je vendais du mobilier. J'étais connu dans le milieu, mais pourtant c'était délicat de parler de mobilier parce qu'on était dans quelque chose qui n'avait pas l'habitude de la communication. Et aujourd'hui, en 2 ans, ça a évolué de façon phénoménale. Ils ont leur façon de communiquer dans ce milieu-là. Ils arrivent à donner envie aux gens de rentrer dans l'entreprise à travers des vidéos, etc. Donc ça change énormément de choses, la communication, hein. Et du coup, côté entreprise, Christelle et Cédric, qu'est-ce que vous recommanderiez aux gens qui sont garants de la marque employeur? Déjà, peut-être définir qui est garant de la marque employeur. Et Dieu sait que ça devient de plus en plus vaste au fur et à mesure, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais d'autre part, pour ces gens-là, comment faire pour aller sur un niveau de marque employeur qui soit vraiment au niveau entreprise, au niveau groupe, et qui soit pas juste des beaux principes marketing, mais vraiment des valeurs incarnées?
Et d'autre part, comment on fait au niveau employé pour que ceux-ci puissent se sentir légitimes pour communiquer cette marque employeur? Est-ce qu'on fait des belles communications? Est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on recrute quelqu'un qui va gérer ça? Est-ce qu'on fait tout ça? Bonne chance. Alors, je dirais, Aymeric, je dirais qu'on fait comme on peut. On fait comme on peut avec les moyens que l'on a, mais surtout, il faut faire attention. Moi, ce que je vois beaucoup dans les audits marque employeur ou quand on fait des interventions dans les entreprises sur ces sujets, souvent, le service communication des entreprises estime qu'il a les clés de ça, qu'il est le maître en fait de la marque employeur, Ouais. et souvent va être dans une communication corporate, dans ne publiez pas, ou alors vous publiez, mais on vérifie avant ce que vous publiez. Ou voilà, on vous donne des bannières LinkedIn, surtout vous mettez ces bannières LinkedIn. Et le service communication oublie que dans marque employeur, il y a aussi employeur. Donc, il y a aussi les RH à consulter. Et la marque employeur, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du marketing, c'est du marketing RH, c'est du marketing produit, c'est du marketing service, ça concerne le service commercial, ça concerne l'ensemble des collaborateurs. Et alors que très souvent, encore maintenant, quand on parle de marque employeur, c'est au niveau service communication. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et si c'est l'affaire de tous, il faut apprendre à communiquer avec l'ensemble des collaborateurs, créer une communication interne en disant, ben voilà, on a fait ça, qui a envie de communiquer, valoriser un collaborateur qui a fait une publication. Par exemple, un truc tout bête, un collaborateur va publier de son propre chef sur l'entreprise. Ben, s'il n'y a personne de l'entreprise qui vient, pas une seule personne du service communication qui vient mettre un commentaire, le patron de la boîte qui vient même pas mettre merci, bon, bah, ça va décourager les gens. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'affaire de tous. Je suis entièrement d'accord et j'ajouterais là-dessus, faut pas oublier qu'une entreprise, c'est pas juste un service qui va être dédié à faire une tâche en particulier. Ce sont des équipes, certes, mais une entreprise, ça réunit l'ensemble des personnes qui travaillent pour elle. Et de pouvoir donner cette communication à cet ensemble sous la professionnalisation d'une équipe peut-être marketing, mais faut pas rendre insipide cette communication dans une communication publicitaire qui va y avoir franchement aucun intérêt à écouter. Moi, j'aime bien tout ce qui est authentique. Donc, si un employé se trompe dans la communication, fait des bourres de vocabulaire ou je ne sais pas, c'est la vie. C'est pas pour autant que l'entreprise va perdre 50% de sa valeur au CAC 40. Donc, moi, je suis pour l'authenticité et je suis pour le partage de la communication sur tous les échelons de l'entreprise. Ok, ça me va plutôt bien. J'espère qu'on a bien répondu aux différentes questions qu'on avait. Il y a Nicolas du coup qui signale qu'effectivement la marque employeur et la marque candidat vont très bien ensemble. Bon, bah, ça, un cercle vertueux. On en a parlé longuement et le conseil qu'on a noté, c'est vraiment de créer effectivement ce cercle vertueux. Pablo nous pose aussi une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Il me demande quid des labels permettant de valoriser la marque employeur, par exemple qv2t.net. Je sais pas. Joker. On a le droit à un joker. Non, mais je pense que si on a un label qualité de vie au travail, etc., et qu'on souhaite l'afficher, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est l'entreprise doit communiquer à ce moment-là auprès de ses collaborateurs, parce que parfois c'est pas le cas. Une entreprise obtient un label et puis bon, ça passe inaperçu. Bah écoutez, on a obtenu un label, n'hésitez pas, on a fait une bannière, si on vous a préparé des bannières qui peuvent être sympas, n'hésitez pas à le mettre ou pas. Voilà ce que ça implique d'être QVT, machin chose. Voilà ce que ça implique. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui souhaite communiquer? Il faut donner, en fait, pour que les gens puissent communiquer, il faut aussi leur donner de l'info, leur expliquer, mais pas leur dire c'est cette info-là, telle qu'elle, qu'il faut que vous publiez. C'est non, je vous explique, et après vous en faites ce que vous voulez avec vos mots. Et je rejoins Cédric sur les erreurs. Les failles, les erreurs ont beaucoup de valeur parce qu'elles sont humaines. Et notamment à l'ère de l'intelligence artificielle, des robots, c'est l'humain qui va justement primer, qui va faire la différence. Donc, faut pas avoir peur qu'un être humain se plante
et se trompent, disent QVT1 au lieu de QVT2 par rapport au label. C'est pas grave. Il suffit à ce moment-là, et c'est là où c'est intéressant, quand tu disais, Aymeric, quel peut être le rôle dans les entreprises, par exemple du service communication, c'est de bien suivre les collaborateurs. Si à un moment, un collaborateur fait une publication avec maladresse, avec ses mots, mais sa motivation, son envie, et puis sa communauté qui vient et qui réagit, je trouve que c'est plus intelligent plutôt que lui dire t'effaces ton poste, t'as fait une bêtise, nanana, c'est plus intelligent de venir en commentaire et de dire, et je rajouterai que merci un tel, mais et je rajouterai que c'est pas la QVT1, QVT, mais c'est QVT2, voilà ce que ça implique. Et là, on recrée une communication par-dessus une communication. Donc, un des secrets de la marque employeur, c'est aussi de suivre ce que font les collaborateurs. Et plus on va suivre ce qu'ils font, plus on va les valoriser. Plus on va les valoriser, plus ils vont nous valoriser en tant qu'entreprise. Alors j'ai une bonne nouvelle, Pablo nous a détaillé ce que c'était. Merci beaucoup Pablo. Alors c'est un label qui s'appuie sur le fait de donner la parole à tous les collaborateurs sur la QVCT dans l'entreprise. Donc il signale que c'est pas juste un coup de tampon donné par un auditeur qui a juste interrogé les dirigeants. Donc effectivement, ça a dans le sens d'appliquer tous les collaborateurs. Moi, ce que je me disais, c'est que souvent sur les labels, et c'est pour ça que celui-là me paraît assez pertinent, je trouve que l'entreprise va communiquer sur le fait qu'on a obtenu le label, mais pas sur ce qui fait qu'on l'a obtenu. Ouais. Et moi, je me dis que pour donner un conseil directement activable, c'est peut-être de donner à chacun de ses managers le niveau d'information suffisant pour pouvoir communiquer auprès de ses équipes à lui, parce qu'en fait, il faut qu'elle redescende l'information. À un moment, il y a des strates, bon bah, faisons avec. Mais du coup, c'est peut-être aussi ça, peut-être communiquer vraiment pleinement sur ce qu'est le label, sur ce qu'il implique et sur comment on l'a obtenu. Je pense que le label ne doit pas servir de crédibilité. Hein. C'est pas un badge qu'on va afficher fièrement sur le t-shirt ou dans le dos ou sur votre bandeau LinkedIn. L'humain est la première des crédibilités dans l'entreprise. Donc ne tombez pas dans le piège de la course à l'échalote, d'avoir des labels en cascade. Hein. Si c'est un phare qui va guider votre équipe pour communiquer et donner envie à votre équipe de communiquer, pourquoi pas? Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques temps de ça, un de mes amis est rentré dans une équipe commerciale qui était très normée, avec un pitch pour prendre les rendez-vous clients et tout un process qui faisait que ce commercial allait pouvoir décrocher la vente au bout du tunnel. Et puis finalement, il est arrivé, c'était une personne d'un âge, et il a fait comme il a voulu. Et finalement, quelques mois plus tard, il est devenu un des meilleurs commerciaux de cette boîte, parce qu'il a remporté chantier sur chantier, à tel point qu'il a été invité à la direction nationale dans le Sud pour parler de ses résultats. Figurez-vous que ces résultats étaient tellement nombreux qu'en fait, il causait des problèmes de logistique, des problèmes de riches, comme on a l'habitude de dire. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette histoire? La communication, quand elle est trop processée, quand il y a vraiment un discours qui a été étudié par des savants, des sachants, etc., ben, on oublie la vraie vérité, c'est que l'expérience humaine est finalement beaucoup plus importante que de vouloir trop processer, trop labelliser. Donc, attention. Et si je pouvais revenir sur ce qu'a dit Pablo, si chacun a la capacité justement de communiquer dans une entreprise, quand on obtient un label comme ça, moi je ne sais pas si j'étais au service communication, je suis une ancienne de la communication, mais ce que je ferais, j'irais faire des petites vidéos, j'irai interviewer tous les gens dans l'entreprise, ceux qui souhaitent communiquer. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est, voilà, comment pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a obtenu ce label? C'est quoi pour vous communiquer? Avec qui vous communiquez? Comment vous le faites et tout? Et je donnerai ces petites vidéos en format 1 minute, 1 minute 30. Et chacun fait ce qu'il en veut ensuite. Il peut ensuite l'utiliser sur les réseaux. Il peut décorer sa vitrine LinkedIn avec. Il peut l'utiliser sur TikTok. C'est aussi ça, c'est ne pas hésiter à faire redescendre l'information et puis à mettre en valeur les uns et les autres. La vidéo, ça va être un des outils des années à venir, donner la parole via des vidéos aux gens. Et si je devais résumer, entre guillemets, c'est plus on réussit à communiquer à l'intérieur, plus ça va être facile de communiquer vers l'extérieur. Tout à fait. Je te remercie, Christelle, et je suis absolument d'accord avec ça. Mais je vais revenir un peu sur un point qui a été évoqué aussi tout à l'heure. Je sais plus qui nous demandait comment feraient les recruteurs ou RH généralistes pour être plus actifs sur LinkedIn. Donc, je vais commencer très modestement.
Alors, en leur disant que le premier conseil, c'est vraiment d'oser. De toute façon, si votre poste fait un bid total dans l'absolu, en fait, d'une part, c'est pas grave, et d'autre part, s'il fait un bid total, pas grand monde va le voir. Ça va venir petit à petit. Ça demande de la régularité, ça demande de l'organisation, ça demande d'oser des choses, hein. Ça demande effectivement aussi de s'assurer qu'on communique quand même d'une manière qui correspond à celle dont l'entreprise aimerait qu'on communique, mais sans pour autant perdre notre authenticité. Donc faites-le comme vous avez envie de le faire, comme l'entreprise fonctionne. On ne va pas vendre une entreprise qui n'existe pas. Une fois de plus, on doit vraiment vendre là où on est, ou l'entreprise pour laquelle on recrute. Et je pense que déjà, si on ose et qu'on se met une sorte de, je sais pas, de plan éditorial en se disant, je vais commencer par en faire peut-être un par semaine ou deux par semaine, on va se rendre compte petit à petit qu'on va d'une part être de plus en plus à l'aise pour le faire, et d'autre part, c'est là qu'on va pouvoir commencer à animer une communauté qui en fait va nous permettre d'échanger sur plein de choses, et pas forcément seulement recruter. Ça va aussi être rencontrer d'autres recruteurs, partager des tips ensemble, partager des visions. Ça va être ensuite rencontrer aussi des candidats, pas forcément pertinents pour nous, pour notre activité, mais avec lesquels on va aussi avoir des conversations et des échanges qui en fait sont d'autant plus enrichissants. M'arrêter là parce que j'aurais plein de choses à dire et que je vais quand même vous laisser la parole, mais c'était juste pour introduire un peu ce débat-là. Les débuts des réseaux sociaux, j'y vais parce que les débuts des réseaux sociaux, c'était pas très policé, hein. Ce qui a fait le succès des réseaux sociaux, c'est justement la communication qui était un peu entre guillemets sauvage, comme ça, on prenait la parole, on parlait, en tout cas le début. Et puis après, ça s'est marketé. On a vu les sous-titres arriver, on a vu les encadrements de couleurs, les fonds, etc., etc. Mais finalement, ce qui intéressait les gens, c'était encore une fois la personne qui était derrière le micro et qui parlait et qui donnait son avis et pouvoir échanger avec lui sur le sujet. Et aujourd'hui, la génération qui regarde les réseaux sociaux regarde plus les réseaux sociaux que la télé. Donc, faut pas l'oublier. Donc, pour un recruteur, c'est une chance de pouvoir communiquer comme ça. Alors moi, je vais vous parler en tant qu'ancien recruteur et aussi en fonction de tous les échos que j'ai sur les recruteurs. C'est une population qui est mal aimée par les candidats et mal comprise aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, le pire pour les candidats, c'est le silence des recruteurs. Moi, j'ai fait des statistiques sur des années, ça vient en un comme souffrance des candidats. Donc, que l'on fasse une publication, comme tu l'as dit, Aymeric, ou que l'on décide de commenter, le plus important, c'est de répondre. Vraiment penser à ça, penser à la réponse. Le silence des recruteurs, je le dis en permanence, est assourdissant pour un candidat. Donc, quand on a un recruteur, ne serait-ce qui nous répond, on trouve ça génial. Et puis, je vais rejoindre Cédric sur le côté sympathique. Quand une personne qui est recruteuse nous répond de façon sympathique, ça donne envie. On se dit, c'est pas le méchant. Parce que là aussi, on a peur des recruteurs. Le recruteur, c'est un examinateur. Le recruteur, c'est quelqu'un qui va nous juger. C'est quelqu'un qui va nous mettre en difficulté. C'est quelqu'un qui va nous discriminer. Si on peut casser ce schéma-là en montrant qu'on est un recruteur sympa, qu'on est un recruteur humain, c'est déjà top. Donc, bien spécifier dans le titre LinkedIn et dans les 5 premiers mots qui doivent apparaître quand notamment on commente, déjà qu'on est recruteur. On peut même mettre la petite bannière hiring pour montrer qu'on recrute. Comme ça, on est tout de suite repéré par les candidats. Et si on n'a pas le courage de publier, parce que faut savoir quand même que les recruteurs font beaucoup partie de la majorité silencieuse. Ils sont habitués à faire leur marché sur LinkedIn, ils sont habitués à les regarder, mais ils interviennent peu et ça, c'est vraiment dommage. Mais moi, je leur conseillerais, si vous n'osez pas encore publier, allez commenter. Allez dans les publications où il y a des chercheurs d'emploi et donnez des réponses. Dès qu'il y a des publications sur des conseils de recherche d'emploi, apportez des conseils. Qui mieux qu'un recruteur qui reçoit des dizaines de candidats par jour pour donner des conseils sur un CV? Non, peut-être pas un CV 2 pages, on ne les lit pas, un CV 1 page. Attention, mettez bien le titre qui correspond à l'offre d'emploi. Et je trouve que les recruteurs n'utilisent pas assez leurs connaissances pour donner des conseils aux candidats. Mais quand on donne des conseils, c'est de l'inbound marketing, on ne vend rien. On ne dit pas je suis en train de recruter, non, on dit je vous donne des conseils. Mais ça donne envie. Voilà, dites-vous, donnez envie, cassez ce schéma du recruteur méchant, salopard, qui discrimine, et soyez celui au contraire qui va aider les candidats. Le plus petit conseil donné à un candidat, mais ça aide énormément. Moi, j'ai rien à rajouter.
Moi non plus, je trouve que c'est plutôt bien. Moi, je voudrais plutôt partager un message d'espoir pour tous les recruteurs. Je pense qu'effectivement, ça commence quand même à bouger. Côté recruteur, je sais de quoi je parle, on a toujours un retard un peu de quelques années versus les commerciaux. Les commerciaux ont envahi LinkedIn bien avant les recruteurs, donc le maîtrisent probablement mieux. Je sais de quoi je parle parce que j'étais aussi commercial avant. Je vois Cédric que tu sais de quoi je parle. Et, euh, et finalement, bah, on a l'impression qu'ils sont tellement en avance par rapport à nous autres recruteurs que c'est trop tard pour y aller, qu'on peut pas donner notre parole, qu'on peut pas la libérer. Je pense au contraire que on a une grande chance d'avoir ces réseaux-là qui vont nous permettre, à l'inverse, bah, de pouvoir sortir de cette image qu'on peut avoir, qu'on peut donner. Il y a toujours des recruteurs qui répondront pas. On ne doit pas s'arrêter à ça. C'est pas pour autant que nous on ne doit pas répondre. On doit toujours continuer effectivement à s'assurer que les personnes qui nous lisent, qui nous écoutent, qui prennent le temps de réagir à ce qu'on raconte, qui nous demandent des conseils, en fait, on les laisse pas dans la nature juste parce qu'elles correspondent pas au vivier sur lequel on est en train de travailler à l'instant T. Là, je rejoins complètement Christelle, on a un gros travail à faire là-dessus. N'oubliez pas que rien n'est figé sur les réseaux sociaux. C'est vous, les réseaux sociaux, c'est vous qui faites la tendance. Et quand vous avez suffisamment d'audience, vous avez le pouvoir de changer quasiment des pensées et d'être un leader et non pas un influenceur. Je suis également assez d'accord avec ça. Le temps que tu lises les autres questions, je vais rajouter des choses pour nos amis les recruteurs. Bon, moi, j'ai fait les deux métiers. J'ai été commercial, j'ai été recruteur. J'ai adoré les deux métiers. Et donc, je sais quelle est la difficulté du métier de recruteur. Et je voudrais le dire au public, à tous ceux qui ne sont pas recruteurs, c'est que le recruteur, il est pris entre vraiment deux feux. Il est pris entre la demande de l'entreprise, que ce soit son entreprise parce qu'il est en interne ou que ce soit son client, et il est pris par la forme d'exigence du candidat. Et puis, il est au milieu et il se prend tout sur la gueule, alors que le pauvre, parfois, il n'est pas responsable. On lui a dit, tu recrutes tel type de personne, il est un peu obligé voilà. Et donc, c'est une population qui est très stigmatisée et c'est dommage. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire, et notamment sur la communication. Il faut se saisir justement de LinkedIn et de ce que disait Cédric, de cette possibilité de communiquer sur notre métier de recruteur quand on est recruteur. Déjà sur notre métier, mais sur les conseils. Quand on est dedans, on ne se rend vraiment pas assez compte du tout petit conseil qu'on peut donner, mais qui a une immense valeur. Et franchement, pensez à moi à chaque fois que vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux bien dire sur LinkedIn? Ne vous dites pas, je vais faire un post et tout si vous n'y arrivez pas. Allez commenter quelque part et ramenez votre fraise, rajoutez un conseil. Il y a plein de candidats qui se disent, mais un CV une page, un CV deux pages, est-ce que je mets une photo? J'en mets pas. Est-ce que c'est quoi les mots-clés sur le CV? Et qu'est-ce que je dis si le recruteur me pose des questions sur le trou dans le CV? Mais allez-y, donnez des conseils. Moi, je fais énormément de publications sur ces sujets. J'ai fait un podcast, une chaîne YouTube là-dessus. Donc, j'ai beaucoup de candidats qui interviennent sur mes posts. Et j'ai pas tant de recruteurs que ça. Par contre, quand il y a un recruteur qui vient et qui dit, bah, voilà moi ce que je fais, voilà ce que je vous conseille et tout, mais il cartonne, il explose. Bah, faites pareil. Il cartonne, c'est bien ça. On a aussi des leaders sur LinkedIn. Il ne faut pas oublier que LinkedIn est orienté emploi, est orienté business et entreprise. Donc, vous avez une place qui est énorme à prendre ou à rajouter, comme vous le prenez comme vous voulez. Il y a 1 milliard de comptes, mais il y a 0,1% qui communiquent. Donc, faites partie de ceci. Alors, on arrive au bout du temps qui est imparti. Il y a Pablo qui nous disait beaucoup de recruteurs tétanisés par l'arrivée de l'IA. Bon, on n'aura pas le temps du coup d'aller là-dessus, dommage, mais vous pouvez me contacter directement, je peux vous former sur ça, donc on n'hésite pas, on en profite. Mais juste une chose par rapport à l'arrivée de l'IA, ne soyez pas paralysés. Hein, l'IA, c'est juste un outil qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Mais tant que l'humain sera là, je parlais de ces petits conseils, l'IA aura un peu de mal quand même à intervenir en commentaire pour donner l'argument précis aux candidats qui se posent des questions sur tel sujet. Et c'est là où vous pouvez faire la différence. Moi, je crois qu'au contraire, avec l'arrivée de l'IA, on peut justement faire la différence. Je suis totalement d'accord. Bon, comme je vous disais, on n'aura malheureusement pas le temps de creuser plus loin le sujet. En revanche, pour tous les participants qui sont là, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Cédric, Christelle ou moi, via LinkedIn. Avec tout ce qu'on vous a dit, on sera un peu obligé de vous répondre maintenant. On le fera avec plaisir. Je voulais vous remercier, Cédric et Christelle.
Merci Easy Partner. Merci. Voilà. Et puis à disposition pour les autres. Voilà, il y a Katarina qui nous dit qu'il faut faire un deuxième webinar. On verra si on a l'occasion en live cette fois. Je crois qu'il y a une question concernant le fait que le replay soit envoyé ou non. Tout à fait, il sera envoyé à tous les participants. Christelle et Cédric, vous avez quelque chose à ajouter? Merci aux participants, vous avez été nombreux à être là. Restons en contact, suivez-nous et on vous suivra en retour avec plaisir. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Émeric et Christelle, sur ce sujet qui est à la fois passionnant. On pourrait presque faire 2 heures. On peut même faire une journée, même faire une semaine. Moi, je dirais vraiment, si je devais conclure, de mettre son ego de côté, d'oser. Je ne vais pas dire prenez exemple sur moi, mais j'ai à peu près tout osé. Je me suis pris plein de portes dans la figure, mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi des jolis succès. Et ne faites pas comme les autres. N'écoutez pas les injonctions. Ne vous dites pas il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Faites comme vous le sentez. Faites avec votre cœur. Faites en fonction de vos valeurs. Faites en fonction des valeurs de l'entreprise que vous représentez. Et pensez au cœur des candidats et n'oubliez jamais que vous avez été candidat aussi. Et quand on n'oublie pas ça, on sait comment parler aux candidats. Voilà. Enlevez-vous vos propres freins aussi, parce qu'on est les premiers à se mettre des freins. Enlevez-les, ceux-là. Ça sert à rien. Parfait. C'est impeccable comme mot de la fin. Merci encore à tous les deux. Et puis, bonne continuation à tout le monde. Allez. À bientôt.